Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. 3 informations. D'abord, figurez-vous que dimanche, au sud du Texas, les employés de SpaceX, propriété du milliardaire Elon Musk, ont approuvé la constitution de la base de lancement des fusées en une ville nouvelle, baptisée Starbase. Lundi, Israël a annoncé un plan de conquête de Gaza et la déportation de ses habitants, tout en continuant à affirmer son intérêt pour le plan Trump qui prévoit d'en faire la Riviera du Moyen-Orient. Lundi, le président Emmanuel Macron, devant les francs-maçons de la Grande Loge de France, a évoqué un mystérieux courant des Lumières sombres. À travers la franc-maçonnerie, au fond, est visé le projet de révolution et d'émancipation dont vous êtes, avec d'autres, les gardiens. En effet, s'articule aujourd'hui un projet né aux États-Unis, mais qui essaimera à n'en pas douter ici en Europe et en France, ce projet explicite des Lumières noires, qui tendent à effacer l'héritage de 3 siècles au moins de progrès humains. Et si je vous disais qu'en suivant la piste de ces 3 informations, on peut parvenir à un même personnage, nommé Curtis Yarvin. Environ 300 résidents de Boca Chica Village, au sud du Texas, surtout des employés de SpaceX, ont donc voté pour transformer la base en une municipalité à part entière. La ville nouvelle Starbase couvre grosso modo le complexe de lancement des fusées, sur 4 km². Une telle ville-entreprise fait d'abord penser à l'âge industriel, quand les ouvriers habitaient autour de la mine ou de l'usine qui les employait. Mais des vidéos futuristes de fans imaginent déjà comment Starbase pourrait évoluer. En fait, la réalité pourrait être bien plus simple et triviale que ça. Qu'est-ce que cela va changer pour Starbase de passer de village non constitué de Boca Chica à ville nouvelle ? Eh bien, elle va pouvoir obtenir plus de droits, comme par exemple adopter des arrêts municipaux, obtenir une plus grande capacité de construction, pouvoir s'accaparer des terres et bénéficier d'un moindre contrôle tout en pouvant solliciter des subventions fédérales et étatiques. Pour le moment, ce sont des employés de SpaceX qui sont à sa tête, et ce qu'ils peuvent faire est encadré par les lois du Texas. Mais on comprend que le procédé confère indirectement à la direction de SpaceX un pouvoir de décision nouveau sur l'utilisation de ce terrain. La ville sera tenue par Robert Peden, le vice-président de SpaceX, et Musk est annoncé comme superviseur non élu. Pour l'instant, on ignore à quel point ce projet vise, dans l'avenir, à soustraire ce territoire de la législation commune, pour y installer, par exemple, très opportunément, une zone d'expérimentation capitalistique. En ce sens, Starbase pourrait se développer selon le modèle de ces fantasmes de nombreux théoriciens néolibéraux ou libertariens que sont les charter cities, les villes à charte ou villes à statut spécial. Ce sont des projets qui visent à privatiser un petit territoire, en général dans des pays en développement, pour y installer un petit paradis pour entrepreneurs et riches rentiers. Sorte d'État dans l'État et géré comme des sociétés anonymes. Pas de politique, pas de gouvernement, mais un PDG et des actionnaires. On avait parlé dans un On sort les dossiers précédents de ces idéologues et entrepreneurs qui veulent mettre le capitalisme à l'abri des contraintes de la démocratie en favorisant l'émergence de zones économiques spéciales. Zones franches, paradis fiscaux, duty-free, plateformes pétrolières, etc. Soumises à des régimes exceptionnels en matière de fiscalité, de droit du travail ou de droit de douane. L'historien Quinn Slobodian appelle cela le capitalisme d'enclave. Avec le temps, la démocratie érode le capitalisme. Et donc, il faut créer des espaces d'isolation, isoler des pressions démocratiques. Les intellectuels libertariens dans mon livre ont été inspirés par ce modèle de zone et se sont demandé si on pouvait aller un pas plus loin. Est-ce qu'il pouvait y avoir un avenir dans lequel le monde ne serait plus organisé en États-nations, mais dans ces petites structures sous-nationales non démocratiques. Il s'agit soit de perforer les États, soit de se faufiler dans les interstices entre les rapports économiques normaux de ces États. Or, on avait vu que le projet trumpien de prise de contrôle de la bande de Gaza, pour la transformer en un parc immobilier attirant les capitaux étrangers, faisait écho à toutes ces recommandations.
Or, il se trouve que le blogueur, à la fois underground et à succès, Curtis Yarvin, avait décrit un projet aux similitudes troublantes, mais dès novembre 2023. Vous pouvez aussi lire une traduction d'un article plus récent sur le site de la revue Le Grand Continent. Pour l'informaticien reconverti gourou de la néo-réaction, résoudre le problème de Gaza suppose de cesser de se pencher sur le passé pour savoir qui est légitime à être là ou pas. Il faut se contenter de prendre acte des rapports de force. Les Palestiniens occupent un territoire qu'Israël veut et a les moyens d'obtenir. Ils doivent comprendre que l'attachement à une terre est un phénomène absurde. Si le sang et le sol ne peuvent être séparés, cela signifie que Gaza doit être génocidé. Mais si on peut séparer le sang ou la culture du sol, alors on peut dire que le sol n'est pas si important, et qu'on peut le considérer comme une simple propriété. Dans son manifeste formaliste de 2007, Yarvin écrivait « Notre objectif n'est pas de savoir qui devrait posséder quoi, mais qui possède quoi. » Son idée est de vider Gaza de ses habitants, pour la transformer en une ville-entreprise, mais dont les Gazaouis pourraient posséder des titres de propriété boursiers, tout en perdant leurs terres et leurs maisons. Gaza sans ses habitants vaut beaucoup plus que Gaza avec ses habitants, même pour ses habitants. Démoli, déminé et reconstruit, ce territoire devient la première ville à statut spécial, Charter City, soutenue par la légitimité américaine, Gaza Incorporated, sigle sur les bourses mondiales, GAZA. Alors quelle est l'influence de ces réflexions ? L'auteur, lu par l'entourage de Trump, n'en dicte pas pour autant ses politiques à la Maison-Blanche. Et surtout, ces remarques ne doivent pas masquer que ces idées d'épuration ethnique viennent d'abord du côté israélien. Le plan Trump en serait simplement la forme. Alors voilà, si le premier mandat de Trump était essentiellement porté par le mouvement populiste MAGA, l'administration du second Trump est en plus largement entourée de penseurs élitistes, foncièrement anti-égalitaires et critiques de la démocratie, et qui sont soutenus par les milliardaires de la tech. Une orientation idéologique du second mandat qui ne peut se lire que si on comprend l'influence de cet intellectuel qui est Curtis Yarvin, et c'est le personnage clé, en tout cas sur le plan intellectuel, pour comprendre l'évolution, le shift, la rupture finalement entre les deux mandats de Trump, et qu'on rattache habituellement, enfin en tout cas je le fais, il s'identifie lui-même comme un penseur néo-réactionnaire. Et on y trouve notamment ce mouvement intellectuel venu des tréfonds d'Internet, les Lumières sombres. Vous aussi, vous trouvez que ça part dans tous les sens aux États-Unis ? Pourtant, il y a probablement une ligne commune derrière les mesures, celle des philosophes de l'ombre, dits des Lumières sombres. Ils veulent la monarchie, plus de capitalisme, et ils n'y sont pas pour rien si un grand patron s'accapare le portefeuille de Washington. Le premier, c'est Nick Land, un philosophe britannique, fondateur d'un centre de recherche cyberpunk à l'université de Warwick. Le second, c'est Curtis Yarvin, un informaticien américain, connu pour plusieurs blogs où il détaille sa pensée. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'une contre-culture que d'une doctrine académique en bonne et due forme, une sorte de mélange entre des références classiques et de la culture geek contemporaine. Quelle influence détient réellement cette pensée néo-réactionnaire, connue sous l'acronyme NRX ? Il a été cité par J.D. Vance, le vice-président, et Marc Andreessen, entrepreneur milliardaire de la tech. There's this guy Curtis Yarvin who's written about some of these things. Curtis Yarvin was also a good friend of mine. Une start-up de Yarvin a été financée par Peter Thiel, un des cofondateurs de PayPal avec Elon Musk. Yarvin avait conceptualisé l'acronyme RAGE, qui signifie « mettre à la retraite tous les employés publics », l'idée appliquée par Musk et ses licenciements massifs de fonctionnaires. Les analyses provocatrices, anticonformistes et surtout très réactionnaires de Curtis Yarvin séduisent les influenceurs et podcasteurs trumpistes qui en font une sorte de prophète. L'influence la plus massive de Yarvin n'est pas tellement sur ses cadres qui sont finalement assez seniors, c'est sur toute la jeunesse conservatrice et réactionnaire autour des cadres politiques qui sont biberonnés par cette contre-culture qui s'est développée dans les années 2010 à peu près. Son point de départ, c'est qu'un régime est bon s'il parvient à éviter la violence, due à l'apparition de conflits à l'issue incertaine. Le bien, c'est l'ordre. Toute considération morale ou de justice sociale est secondaire. Il faut penser en ingénieur. Qu'est-ce qui marche ?
Son modèle politique, ce sont les cités-États autoritaires comme Singapour ou Dubaï. Il est un des premiers à mobiliser en politique la métaphore de la pilule rouge. En référence aux pilules rouges du film Matrix, qui permettent d'ouvrir les yeux sur la réalité. The Matrix is everywhere. Concept repris par Elon Musk. Elle nous permet de nous défaire de nos préjugés favorables à la démocratie, comme de croire qu'elle responsabilise les dirigeants parce qu'ils sont élus par le peuple, alors qu'ils seraient bien mieux aiguillonnés par des actionnaires exigeants. On se désintoxique de la démocratie, on se désintoxique des droits de l'homme, on se désintoxique de la morale décadente, et on comprend que le monde est est un ensemble de relations de pouvoir, et on voit le monde tel qu'il est, et donc on est forcément plus antidémocrate. Un pays doit être géré comme une start-up, et sa direction confiée à un PDG, au quotient intellectuel élevé. En quoi la figure d'un homme fort serait-elle meilleure pour la vie des gens ? Pouvez-vous répondre à ça? D'abord, je pense surtout qu'un gouvernement efficace est meilleur pour la vie des gens. Lorsque je demande aux gens de réfléchir à cette question, je les encourage à regarder autour d'eux et à identifier tout ce qui, autour d'eux, a été mis en place par une monarchie. Ces entités que nous appelons des entreprises sont essentiellement de petites monarchies. Ce système monarchique est supérieur pour garantir l'ordre, selon Yarvin. Ces services ne vous satisfont pas? Partez, allez à la concurrence et choisissez une autre ville. Dans cette perspective, l'État fédéral américain est vu comme fondamentalement inefficace et décadent, car soumis à sa bureaucratie et aux exigences de plaire à une certaine élite ou bien à des pans parasitaires du peuple. De même, en janvier 2022, il recommande à un Trump idéalement président d'abandonner l'Europe à Poutine, seul moyen de la sauver de la décadence civilisationnelle causée par la démocratie et le libéralisme. Et son idée, c'est pas de laisser simplement la Russie conquérir l'Europe, c'est l'idée que ça va finalement mettre une pression si importante sur les États européens qu'ils seront obligés de faire une transition au-delà de la démocratie. La particularité de la néo-réaction, donc avec Curtis Yarvin, c'est de considérer que nous sommes à un moment de rupture historique et qu'il y a une décision à prendre. Il y aura le camp de ceux qui vont renouer avec une forme de tradition, renouer avec un État fort, et ceux qui vont rester prisonniers d'une forme de décadence qui est associée à l'idéal démocratique, une morale humanitaire, c'est-à-dire la défense des droits de l'homme, etc. Bon, alors, on n'a pas affaire à un intellectuel qui tirerait secrètement les ficelles dans l'ombre. Mais clairement, son audience ne se limite pas à quelques geeks attirés par sa prose provocatrice et prétentieuse. Ces élucubrations de sciences politiques fiction nourrissent l'imaginaire d'un nombre croissant de membres et de soutiens de l'administration Trump. Et donc il se peut que lui et d'autres soient en train de produire l'idéologie qui accompagnera la fraction montante des capitalistes, appelés à prendre la suite de la mondialisation libérale. I'm not just MAGA. I'm dark, gothic MAGA. On se retrouve dans 2 semaines.